Le bonheur d'être debout se conjugue toujours à l'infini parce que nous savons tout simplement que nous allons vous retrouver ici chaque matin et de le savoir, c'est déjà un grand bonheur. Merci à vous, chers téléspectateurs, de toujours faire le choix de vous réveiller en notre compagnie. Nous prendrons soin encore aujourd'hui de vos matins et nous allons vous offrir pour ce dernier mardi de l'année 2020 un programme qui s'arrime toujours avec notre ligne éditoriale du mardi, à savoir que nous allons parcourir plusieurs escales pour en arriver au terme avec le droit qui nous parlera de médiation aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la médiation? Comment elle s'encadre et comment elle se décline avec Maître Adéquacy? Nous en parlerons en fin de mission. Oui, on le reçoit dans quelques instants, le temps qu'il s'installe. On a pu faire un bref bilan la semaine dernière sur ce qu'on utilisait comme méthode par rapport à la Covid-19. On va poursuivre et puis maintenant ouvrir la lucarne sur les innovations. Bonjour, Monsieur Guier. Bonjour Alice. Bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour téléspectateurs. Exactement. Alors, on parle de ces nouveautés et tendances digitales pour 2021. Mais on va essayer de faire un petit bilan parce que c'est la dernière de cette année. On se reverra en 2021, la semaine prochaine. Donc, le petit bilan au niveau du digital pour cette année 2020. Alors, le digital, en termes de bilan, a été marqué par la digitalisation côté Covid. La Covid qui a permis aux entreprises, aux personnes d'utiliser au maximum le digital. Donc, ça a été le télétravail pour les entreprises et les personnels. Ça a été pour les structures, donc le retail, les entreprises de vente en ligne. Ça a été donc l'utilisation des fonctionnalités publicitaires. Donc, globalement, en termes de bilan, c'est deux choses à retenir. Télétravail pour les entreprises et vente en ligne au maximum pour, on va dire, les petits commerces et autres usagers. Et de l'analyse de ce bilan-là, on peut le dire qu'il est positif ou il est négatif? Il est positif parce que ça, comme le disait le PDG de Microsoft, nous gagnons 2 ans. Nous gagnons 2 ans en termes d'avancées technologiques. Donc en un an, on a eu 2 ans de ce qu'on aurait pu faire en 2-5 ans. Donc je pense que c'est une avancée, c'est un bon point globalement pour l'économie ivoirienne et pour la population ivoirienne. Et justement, vous parlez d'économie ivoirienne, c'est circonscrit sur le territoire ivoirien. Ma question était de savoir le taux de déploiement au niveau de ces innovations, de ces outils qu'on a pu vulgariser pendant la Covid. Comment il se fait sur tout le, on va dire tout le globe? Alors, il est encore faible, il ne faut pas se penser qu'on a... il y a un gap, hein? Il y a un gap. Il y a beaucoup de mages. Rien que quand vous prenez le côté réseaux sociaux, vous avez 5 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire, nous sommes 25 millions en Côte d'Ivoire, donc le taux est encore très faible. Mais en termes d'outils dans nos entreprises, les outils sont encore, on va dire, de la 3e génération, alors que les grandes sociétés sont à la 4e et 5e génération. Donc on est un peu de retard, mais c'est déjà un bon point à encourager en 2021. Bon, on ne va pas se satisfaire du gap. Comment le rattraper plus tôt? Parce qu'il faut se mettre aussi dans les ordres pour pouvoir avancer et être assez compétitif à l'instar des grandes économies. Donc comment rattraper le gap? C'est les formations, il faut se former, donc la montée en compétences on va dire globalement de tout le personnel pour les entreprises. Et même en individuel, c'est de se former sur les nouvelles technologies qui arrivent. Même le téléphone, il faut pouvoir l'utiliser, toutes les fonctionnalités, il ne faut pas juste l'utiliser pour appeler. Il faut explorer toutes les autres fonctionnalités telles que faire des vidéos, telles que faire des montages. C'est des technologies à utiliser et maîtriser. Côté entreprise, c'est d'aider le personnel à utiliser toutes les technologies qu'on met en place à travers les outils dans nos ordinateurs, savoir utiliser Microsoft Teams, savoir utiliser Zoom, sont des outils à apprivoiser côté personnel d'entreprise.
Vous touchez du doigt quelque chose de très important, à savoir la formation. Parce qu'on a tendance à penser que, franchement, l'univers du digital est réservé à une certaine catégorie de personnes que, généralement, on pourrait qualifier de geeks. Voilà, c'est vraiment ceux qui ont le nez dans le guidon, qui sont vraiment aguerris là-dessus. Pour quelqu'un qui voudrait se mettre à jour, pourrait rattraper sa carence au niveau du digital, quelles sont les possibilités, au-delà de la formation? Parce que ça a un coût. Oui. Voilà. Alors, je vais, pour répondre à votre question, je vais citer, on va dire, le pape du marketing, Philippe Kotler, qui disait j'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que le marketing peut s'apprendre en un jour. Et la mauvaise, c'est que vous avez besoin de toute une vie pour le maîtriser et devenir bon. C'est pareil pour le digital. C'est facile de maîtriser, j'ai envie de dire, un téléphone aujourd'hui. Mais enfin, de l'utiliser aujourd'hui. Relativement, mais le maîtriser, c'est tous les jours qu'il faut l'utiliser. Ça veut dire qu'en fait, le digital, pour être bon, c'est l'exercice, c'est la pratique de tous les jours. C'est être à l'affût de toutes les innovations, comme ce qu'on va certainement voir. C'est de voir, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a eu une mise à jour sur l'iOS qui fait que je peux refuser d'avoir une publicité sur mon téléphone. Donc, c'est une pratique de tous les jours qui permettra d'être extrêmement, on va dire, bon dans le digital. Il faut réorganiser sa pratique déjà avec le premier canal qui est le téléphone, oui, où il y a assez de fonctionnalités. Donc, pour des personnes qui ne font que « Allô, oui, c'est qui ?» on raccroche, ça, oui. Il faut bannir ce comportement en 2021. Il faut penser déjà digital. Tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours, c'est de se demander « Est-ce que je peux le faire de façon digitale ?» C'est-à-dire sans me déplacer. Je prends l'exemple simplement d'aller emprunter un taxi. Plutôt que de descendre au bas de votre immeuble et aller le véhicule au pas de la route, vous utilisez des applications qui existent. Prenez votre téléphone, vous téléchargez l'application et puis vous rentrez votre destination et il y a des services, pour ne pas faire de la publicité, oui, des services donc, de transport qui existent, donc, qui sont en ligne. Donc avec ces applications-là, vous pouvez vous transporter. Donc l'idée, c'est de, tout ce que vous faites tous les jours, c'est de penser, est-ce que je peux le faire avec un outil digital ? Aller appeler, par exemple, pour prendre un rendez-vous, pour aller simplement sur l'application peut-être du service, et puis prendre le rendez-vous. Donc c'est de cette façon-là que pouvait arriver à être digitalisé. Très bien. Et ces comportements-là vont sûrement influencer aussi l'univers, on va dire, sociétal, pour pouvoir se mettre aussi à jour et pouvoir être, on va dire, à la pointe de la technologie. Alors, c'était le petit bilan à faire. On a donné les bonnes indications, donc il faut s'y mettre tout de suite là pour pouvoir être dans le coup, comme on le dit. Alors, 2021 est à nos portes, c'est déjà demain. Oui. Voilà. Et donc, comment fait-on pour ne pas être has-been en 2021 en étant à la fermeture de 2020? Exactement, pour ne pas être has-been, c'est être au fait de l'actualité sur les réseaux sociaux. Oui. Donc quand je parle d'actualité, je parle déjà de fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent. On va identifier, alors on a identifié les réseaux sociaux majeurs ou alors les grosses innovations qu'il y a eu au niveau de ces réseaux sociaux-là. Donc le premier qui est le plus grand qui est Facebook. On a identifié 3 grosses innovations. La première, c'est, on va dire, la loi, donc la mise à jour d'EPOL, qui va, vous pouvez voir, qui va avec la complicité de Jacques Roux, on a ça. La nouvelle politique EPOL. Alors la petite histoire, EPOL a annoncé en juin, donc depuis le 16 septembre, je crois, 2020, une mise à jour sur tous les appareils EPOL. Donc l'idée, c'est de demander aux développeurs d'applications de demander le consentement de l'utilisateur avant d'utiliser ses données personnelles pour faire de la publicité. Okay. Quand on sait que Facebook vit essentiellement grâce aux données, on va dire, publicitaires, on se dit que si Facebook, ceux qui utilisent les appareils Facebook, donc et pour le temps pour moi, ne peuvent pas communiquer, refusent de communiquer les données pour les usages publicitaires, toutes les données qui seront captées par Facebook seront des données fausses. Du coup, les publicités, donc les annonceurs, ceux qui ont acheté des publicités sur Facebook, n'auront pas de données pertinentes. Si moi, j'utilise un iPhone, je refuse donc à Facebook donc d'utiliser mes données publicitaires, si je suis friand de chaussures ou de bagues, cette donnée-là ne va pas apparaître dans la base de données de Facebook. Du coup, si vous êtes commerçant de chaussures,
Si vous faites de la publicité, moi, je ne vais pas recevoir cette publicité. D'accord. Voilà un peu, de façon caricaturale, un peu ce qu'on peut dire sur cette mise à jour-là, qui est une grosse, on va dire, une grosse bataille entre Facebook et Apple. Justement, parce que Facebook se retrouvait dans un no man's land, finalement, où il récupérait les données des uns et des autres et faisait de l'argent derrière, sans l'accord des utilisateurs. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Apple veut mettre fin à ça. Donc, c'est de dire, il faut que l'utilisateur soit informé de l'utilisation de ces données. Donne son accord. Exactement. Et c'est là où il y a on va dire, la bataille juridique entre Apple et... On espère qu'il n'y aura pas que ce géant de la téléphonie là pour assurer les droits de ses utilisateurs. Les autres aussi vont s'y mettre pour pouvoir équilibrer les choses. Parce qu'il y a du tout, il y a du tout, comme on en a déjà discuté ici. Des fois, il y a des personnes même qui n'ont pas forcément d'audience, mais du fait de ces diffusions-là se retrouvent sur les feux de la rampe. Et puis bon, ça donne lieu à d'autres choses. Exactement. À côté de ça, donc, autre innovation, c'est la création de boutiques en ligne. Alors, ce n'est pas tellement innovation, parce que c'est depuis 2016 que ça existe, la création de boutiques sur Facebook. Mais j'ai voulu, en fait, donc, partager cette innovation-là parce que de plus en plus, on voit des personnes qui se débrouillent en ligne en vendant des articles et tout. Mais la fonctionnalité boutique n'est pas utilisée. C'est juste des photos que les personnes utilisent et qui partagent et sponsorisent. Sans savoir qu'en fait Facebook met en fait à la disposition de ces personnes-là la fonction boutique. Donc, et les incidences de la fonction boutique, par exemple, sur le commerce. Justement, ça vous permet donc de créer des catégories. Donc, si Alice est tenancière peut-être d'une boutique physique, donc où il y a les robes, où il y a les, on va dire... Oui, ça arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. Exactement, où il y a des robes, où il y a des chaussures, où il y a des montres et tout. Elle peut donc créer les différentes catégories au niveau de cette boutique-là. Elle peut mettre les couleurs, elle peut mettre les variantes, donc les variantes, mettre les descriptifs par exemple, elle peut mettre les prix pour chaque article. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une autre fonction qu'on appelle la fonction mise en avant. Donc, il permet donc à l'administrateur de cette boutique-là de faire de la publicité directement de ces articles. Et en termes de ce qu'on appelle, en termes d'affichage, il est plus beau à voir. Et vous savez que dans le domaine donc, des achats, plus c'est beau à voir, plus ça attire le regard on va dire. D'accord, parce que j'allais demander la différence, parce que ce qu'on a tendance à voir, c'est taille et prix sous chaque article. Exactement. Et ça, justement, c'est la preuve que la fonction boutique Facebook n'a pas été utilisée. Si ça avait été utilisé, ils auraient eu des cases bien plus précises en fait, qui permettraient en fait En fait, il y a une fiche de renseignement déjà intégrée. Formulaire, exactement, qui est déjà intégrée dedans. Ensuite, dernière on va dire innovation côté Facebook, c'est la formation certification, donc pour les personnes comme moi, les experts en publicité. Ah, vous voyez, on finit par se rejoindre. Ça devient pour une certaine catégorie d'élite. Exactement. Donc, Facebook permet en fait aux personnes de pouvoir avoir des certifs pour mieux maîtriser son écosystème à travers donc des formations certifiantes. Donc, la dernière qui est sortie, c'est la certification pour les gestionnaires de communauté. Donc, ça vous permet en gros en quelques mois de maîtriser comment créer une communauté, comment mettre en place des stratégies gagnantes et lancer sa communauté. Et voilà, de retour, je rappelle le sujet, citoyenneté et environnement en routier. Qu'est-ce qu'on a sur le terrain? Le postulat donne quoi? Le postulat nous dit que sur les routes ivoiriennes, nous avons pratiquement plus de 600 personnes qui meurent chaque année. C'est grave. 13 000 blessés régulièrement chaque année. C'est véritablement grave. Et donc, quel est le constat? Le constat, c'est que il y a l'imprudence, en fait, des chauffeurs. Il y a aussi, en fait, la méconnaissance même du code de la route de nos populations. Parce que malheureusement, lorsque nous, simplement même en tant que piéton, quand on traverse, on se dit que en fait, c'est une ruelle, on ne tient pas compte en fait, du feu de circulation. C'est aussi l'usage que nous faisons en tant que commerçants. Malheureusement, en fait, pendant cette période des fêtes, on remarque que les commerçants occupent les trottoirs, malheureusement. Voilà. Mais aussi en tant que conducteur, la fatigue, puisque bon, il faut rentabiliser pour certaines compagnies de transport, pour la plupart même des compagnies de transport, il faut rentabiliser, mais aussi l'alcool au volant. Malheureusement, surtout, c'est la population jeune qui très souvent
après une bonne virée, prennent le volant. Et malheureusement, nous voyons beaucoup de situations malheureuses. D'accord. Le postulat, il est fait. Il y a plusieurs entités qui rentrent en ligne de compte dans la constatation d'incivisme au niveau de la route. On a, par exemple, des marchands qui occupent les voies. On a des populations aux sorties de fêtes qui ont des comportements déviants. Et puis, on a aussi même des automobilistes, mais des usagers de la route qui ne sont pas au fait des usages et du code de la route. Alors, pour englober et retrouver tout ceci, qu'est-ce que c'est que le civisme routier finalement pour pouvoir démêler les bonnes choses? Très bien. Quand on parle de civisme routier, en fait, c'est le respect des normes qui sous-tendent la circulation routière. Mais aussi, quand on parle de civisme routier, c'est le respect même de l'hygiène même de la route. Parce que très souvent, nos rues sont insalubres. Voilà. Donc, en fait, ce sont ces deux éléments-là qui sous-tendent en fait la notion de civisme routier. Très bien. Quand on parle de civisme routier, nous faisons surtout aussi appel à nos agents de régulation de la circulation routière. Vous savez, très souvent, on voit nos policiers dans les angles, c'est-à-dire au lieu d'être sur la chaussée, sur la chaussée, au niveau même parce qu'eux, ils en ont le droit. Pour se faire remarquer, en fait, pour dissuader, on les voit plutôt dans les angles pour pouvoir sanctionner. Non. Quand on parle de civisme routier, en fait, c'est demander en fait, à nos autorités. Donc, si ça me fait sourire parce que nos agents de sécurité, en plus, on les appelle agents de régulation de la sécurité routière. C'est dit que la formation pour pouvoir exercer à ces postes-là, normalement, devrait intégrer tous ces aspects-là. Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent à des angles? Bon, très souvent, ils veulent sanctionner. Très souvent, en fait, ils veulent sanctionner, surprendre en fait l'automobiliste en fait qui n'a pas respecté le feu, qui n'a pas eu en fait. Et pourquoi cette déviation de la procédure? Bon, je pense que cela. Mais c'est le soleil finalement. Non, pas bon. Pour certains, ils vont prétendre en fait le soleil, mais je pense que non. Il faudra en fait sensibiliser en fait nos forces de défense et de sécurité en fait à ce qu'ils puissent véritablement exercer surtout à pouvoir dissuader et non sanctionner. D'abord dissuader. Surtout, pourquoi dissuader? Pour éviter les accidents. Très souvent, parce qu'en fait, ce sont des accidents mortels parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour te dire « Ah non, stop, il faut s'arrêter, il ne faudrait pas prendre le sens inverse, par exemple. » D'accord. Alors, vous avez parlé de méconnaissance et ça rentre dans ce cadre-là. La dissuasion faite par les agents de circulation, des régulations de circulation, on démarre par le positionnement même. Le positionnement même de l'agent de contrôle, en fait, l'agent de contrôle routier. Mais aussi, il faut, en termes d'éducation de nos populations, on devrait aller un peu plus haut, intégrer même dans le curricula de formation de l'enseignement primaire. Certes, ça existe, là il faut corser un peu, mais dans le secondaire, dans le supérieur, le code de la route. D'abord, avant même de parler même des commerçants qui occupent les voies publiques, on aimerait véritablement féliciter certains maires, surtout le maire de la commune de Koumassi, véritablement qui a donné le très bon exemple, mais aussi à Yamé. Ah. À Yamé, oui. Ah, il y a longtemps que j'y ai fait un tour. En fait, il faut lui dire, il faut le féliciter. C'est vrai que pendant actuellement à cette période-là, il y a certains petits commerçants encore qui viennent occuper en fait les trottoirs, mais ils ont fait l'effort. Il faut dire que, par exemple, nos commerçants malheureusement, ils pensent que c'est en étant sur la chaussée qu'ils attirent la clientèle. Non, il faut rester en fait dans son étal. Il faut rester là où est-ce qu'il y a le marché pour qu'on facilite même la circulation même de ces piétons-là qui viendront acheter vos marchandises. On les voit malheureusement même dans la circulation. Vous voyez par exemple sur l'autoroute, ils sont là en partant sur l'aéroport. On a des commerçants partout, mais ils mettent en fait leur vie en péril. Donc on se dit qu'il faut respecter véritablement la chaussée. Malheureusement aussi, il y a certains commerçants, les restaurateurs très souvent, ils déversent l'eau usagée sur les routes, leurs déchets, quand ils balaient leurs boutiques, les commerçants. En fait, la route devient maintenant l'endroit où il faut entasser. Ah non, nous sensibilisons en fait ces différents commerçants-là pour pouvoir véritablement assainir leur lieu de travail.
Et c'est très important. Sur toutes nos routes. Et vous avez mentionné les collectivités territoriales, municipales notamment. À qui finalement incomberait l'organisation? Parce que vous êtes du côté du ministère, c'est clair que vous décentralisez voilà, l'information, mais sur le terrain, c'est vraiment à ces mairies-là de faire le relais. Bien sûr. Donc vraiment, on est dans un district qui compte, ma foi, près de 13 communes. Si on n'a que 2 bons élèves, c'est pas très évident. Non, ce n'est pas 2 bons élèves. Hein. C'est simplement en fait, les plus méritants en fait, en grippe, ceux que nous voyons régulièrement. Mais je pense que tous les maires des 13 communes du district autonome d'Abidjan, ils mettent du sien pour pouvoir véritablement assainir, mais surtout aussi embellir nos rues. Il faut le dire, il faut le signaler, il faut aussi les féliciter pour cela. Le train en marche, il faut que tout le monde... Il faut que tout le monde s'y mette. À l'exemple, en tout cas, du maire de la commune de Koumassi, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Même Port-Boué, je pense à la mairie d'Adiamé aussi, parce que bon, il a pu véritablement assainir en fait, cet environnement-là. D'accord. Voilà. Donc, il faudra encore y mettre beaucoup de courage et d'ardeur pour pouvoir faire comprendre aux populations le bien fondé du respect de ces usages-là, notamment en bordure de voies pour les commerçants. On en arrive, hein, on a listé quelques points, les auto-écoles, parce que c'est de là-bas aussi que sortent la formation préalable à l'utilisation. Que part en fait même l'incivisme aussi, parce que très souvent, malheureusement, nous pensons que dans le curricula de formation au sein des auto-écoles, il n'y a pas en fait la notion de civisme routier n'est pas véritablement inculquée aux usagers. Il faudra pouvoir... Mais pourquoi? Parce que bon, c'est le lieu par excellence du transfert j'ai fait l'auto-école, on nous apprend qu'on appelle le respect des panneaux de signalisation, quels sont les types de panneaux. Mais la notion même de civisme routier n'est pas véritablement enseignée. Je me dis que c'est l'opportunité, en fait, l'occasion qui m'est donnée de pouvoir sensibiliser nos différents moniteurs d'auto-école à pouvoir parler de civisme routier, du respect même de la chaussée, du respect même de la route, du respect aussi de la vie. Et voilà, retour sur le plateau, on parle de médiation. Bonjour maître, bienvenue. Merci. Alors, la médiation professionnelle, pour être beaucoup plus précise, qu'est-ce que c'est? La médiation, c'est un processus dans lequel des parties en conflit sollicitent un tiers appelé le médiateur pour parvenir à un règlement amiable de leur conflit. D'accord. Donc, c'est clair qu'on a 2 entités, 2 parties qui font appel conjointement, c'est ça? Il faut avoir ce préalable-là? Pas forcément conjointement. Une partie peut prendre l'initiative et se faire rejoindre par la deuxième partie. Mais au final, les 2 doivent être d'accord pour choisir ce médiateur qui va conduire le processus. Très bien. Alors, quel est son domaine d'application, la médiation? Plusieurs domaines dans notre quotidien de tous les jours. La médiation s'applique en entreprise, entre salariés et employeurs, entre des services d'une même entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, extra-entreprise, entre les entreprises et leurs fournisseurs, leurs partenaires, et ce, dans 17 États de l'espace OADA. Hein. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Il y a une convention qui est... Il y a un acte uniforme qui a été signé par 17 États africains. Et cet acte porte sur la médiation. Alors, ça porte également sur, en matière de succession. Souvent, vous savez, dans nos sociétés, les héritiers font... Il y a beaucoup d'histoires entre les héritiers s'agissant du partage, la liquidation. Et la médiation permet de résoudre de façon satisfaisante ces cas-là. Il y a les querelles de voisinage en matière civile, en matière maritime, en matière scolaire, sociétale. Beaucoup de domaines. C'est un large spectre. Un large spectre, comme vous le dites. Où se déploie la médiation. Alors, c'est sûr que cette profession-là est exercée par quelqu'un qu'on appelle de facto le médiateur. Oui. Quels sont donc les rôles et quelles sont les qualités d'un médiateur? Ce médiateur, c'est un tiers qui est hors du litige, en dehors des parties. Et ce médiateur, qui est une personne physique, doit conduire la médiation de façon indépendante, de façon impartiale et de façon neutre. C'est-à-dire que ce médiateur
ne doit pas imposer des solutions aux parties. Il doit traiter les parties de façon égale. Et il doit être indépendant, c'est-à-dire être libre de toute autorité morale, financière, pour pouvoir conduire ce processus très intéressant. Alors, on a parlé un peu de son rôle, mais sa qualité ou son profil. Tout le monde peut être médiateur? Tout le monde peut être médiateur pourvu que vous soyez formé quand même. Parce quelle est la formation adéquate? La formation adéquate, il y a des écoles de formation et il y a des centres de médiation qui forment des médiateurs. Très bien. C'est très intéressant parce que là, nous sommes ici dans notre rubrique droit. C'est dire que la fonction de médiateur n'est pas dévolue à, on va dire, aux usagers ou aux tenanciers de formation juridique. Ce n'est pas que les avocats qui peuvent être médiateurs. Non, pas du tout. Madame, et fort heureusement, parce qu'en médiation, ce qui est recherché, c'est de trouver des solutions les meilleures par les parties elles-mêmes. Et donc, on n'a pas besoin de se fonder sur le droit. Les parties trouvent des solutions en équité qui satisfassent leurs besoins et intérêts. Donc, tout le monde peut être pourvu que vous soyez formé dans une école, comme je vous l'ai dit, ou bien dans un centre de médiation. Très bien. Il faut au préalable avoir cette formation-là. Alors, quand on sort de l'école, qu'on est formé, on est médiateur ou qu'on est avocat et médiateur en même temps, comment pour des entités opérer le choix d'un médiateur? Où le trouver? Où le trouver? Et c'est une question intéressante. Où le trouver? Où on le trouve facilement, c'est auprès des centres de médiation, puisque le centre de médiation a déjà un répertoire sur lequel se trouvent les médiateurs. Il y a également sur place et dans les différents États des associations de médiateurs. Ces associations de médiateurs regroupent les médiateurs formés. Et il y en a en Côte d'Ivoire des associations de médiateurs professionnels. Donc, c'est dire que la profession est vraiment bien organisée. On peut les trouver facilement pour les faire intervenir. Alors, l'intervention du médiateur, elle est gratuite? C'est du bénévolat ou on appose à cela une facture des montants? Comment ça se passe? Ce n'est pas gratuit parce qu'une médiation professionnelle suscite également un médiateur professionnel. Et pour rémunérer les services de ce médiateur, il faut régler ses honoraires ainsi que les frais de médiation parce que la médiation a ceci de particulier, elle peut se faire partout, dans les salles de mairie, de sous-préfecture, dans les centres, dans une salle louée, dans un hôtel. Et il faut quand même régler tous ces frais-là. D'accord. Vous avez parlé ici du cadre pour intervenir en tant que médiateur. J'ai envie de vous poser la question de savoir comment va-t-on à la médiation et comment elle se déroule-t-elle pratiquement, concrètement, pour différents exemples, entre une entreprise, pour une liquidation, par exemple, on va dire, de biens. Voilà, comment elle se déroule pratiquement? Ou bien entre un propriétaire et un locataire qui ne règle pas les loyers. Des exemples multiples. Alors, pour aller à la médiation, il peut y avoir deux voies. Une voie où il y a une clause de médiation qui est prévue dans le contrat des parties, stipulant que lorsqu'un conflit éclate, les parties vont recourir à un médiateur. Dans ce cas, il y a une des parties qui prend l'initiative de s'adresser à un centre de médiation pour pouvoir désigner un médiateur, ou bien s'adresse directement à un médiateur indépendant. Et celui-là qui est pressenti va à l'encontre de la deuxième partie pour lui dire que l'autre partie m'envoie vers vous pour entreprendre une médiation. Est-ce que vous êtes d'accord? Et lorsque cette deuxième partie marque son accord, alors le processus peut commencer. Et comment ça se déroule? Ça se déroule par des séances de médiation déterminées d'avance par les parties. On peut commencer par 3 à 5 séances selon la complexité du conflit. Les parties en conviennent avec le médiateur et par des entretiens individuels. Le médiateur peut recevoir une partie hors la présence de l'autre ou par des entretiens collectifs autour d'une table où les parties se parlent, s'écoutent, essaient de se comprendre en vue de trouver la meilleure solution pour leur conflit.
Très bien. Dès lors que cette démarche-là est entamée, comment s'encadre finalement, juridiquement parlant, la médiation? Bon, ce n'est pas du droit à la médiation, mais ce n'est pas aussi un sous-droit. La médiation est une discipline à part entière, mais qui concentre la relation humaine, qui se concentre sur les relations humaines, parce que, comme vous le savez, les relations humaines sont très importantes dans la vie. Et justement, ce n'est pas en marge du droit, parce que le juge même qui est saisi d'un procès peut inviter les parties à aller en médiation, bien entendu, avec leur accord. Le juge, voyant que cette affaire pourrait restaurer l'entente entre les parties, restaurer le dialogue et surtout préserver les relations des parties, pourrait inviter celles-ci à aller en médiation. Et ça, c'est la médiation judiciaire. Et les parties iront devant ce médiateur désigné par ce magistrat, tenter la médiation. Et Dieu merci, si ça marche, cette médiation va se terminer par un accord de médiation. Justement, parlons-en de la fin de cet accord de médiation. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ces accords de médiation? Une médiation fructueuse se termine par un accord de médiation qui est écrit ou même oral. C'est là aussi la souplesse de la médiation. Des parties peuvent vouloir aller en médiation, mais à la fin, se donner une poignée de main plutôt que de faire un écrit. Ça se conçoit parfaitement en médiation. Et sa valeur? Ça a une valeur parce que la médiation, elle-même dit la loi, lie les parties. C'est un contrat, ça lie les parties. Et c'est en cas de non-exécution par l'une des parties, des conditions mises dans l'accord, c'est susceptible d'exécution par un huissier de justice appelé aujourd'hui commissaire de justice. En tout cas, on espère qu'au travers de ce sujet que nous avons traité aujourd'hui, les uns et les autres auront tendance à recourir à la médiation plutôt qu'à des procédures judiciaires longues et conflictuelles qui effritent les relations humaines. Merci beaucoup, Maître, pour votre passage aujourd'hui. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis 6h25. On se retrouve demain en ligne de mire. Ce sera La Famille et je vous dis belle journée.